Bonjour. Bonjour. Voilà, j'arrive juste pour vous lancer. J'ai quitté un autre stand sur lequel je vais retourner. Bonjour à tous. Donc Cécile Renaud-Turuti, je suis déléguée territoriale à la vie associative. Présente simplement pour ouvrir ce temps de parole que l'on a souhaité laisser à différentes fédérations, de manière à ce qu'elles puissent se présenter et présenter un peu leur offre de services, en quoi il est aussi important d'avoir des fédérations et quel est leur rôle le plus spécifique. Donc on aura 3 interventions, celle de l'URSIA, avec Monsieur Rosillette, celle de l'URAS. Je pense que c'est vous, Madame Panor, qui ferait la présentation. Voilà. Et celle du CETOSMA, je ne sais pas s'il est arrivé. Je ne le vois pas, mais voilà, c'est pas grave. Vous allez commencer. Il va prendre la main. Donc je vous laisse commencer, Madame Panor, puisque je vous vois à l'écran. Et à la fin de votre intervention, Monsieur Rosillette pourra prendre. Ah bah, Monsieur Rosillette est arrivé aussi en vidéo, je le vois. Bonjour. Voilà. Euh, Bonjour. voilà, donc vous pouvez démarrer vos interventions dans l'ordre que vous souhaitez. Madame Panor, vous démarrez ou Monsieur Rosillette? Allez, on va pas le jouer à papier-ciseaux, mais dites-moi. Je vais laisser la place à Madame Nord. Hein. Allez, allez-y, Madame Panor. Je vous laisse. C'est honneur à la gente féminine pour ouvrir, Le démarrage. la parole. Ok. Par contre, je vous laisse. Je vais aller conclure de l'autre côté. Je vous rejoins tout à l'heure. Ok, donc je lance le partage d'écran. Voilà. Alors, je rappelle juste que tout est enregistré, donc s'il n'y a pas de souci, ce sera ensuite podcasté pour que les gens puissent accéder aussi à cette conférence de manière plus large. Très bien. À tout à l'heure. Alors, donc du coup, j'ai l'honneur de commencer. Bonjour, je me présente, Lauriane Panor. Je suis secrétaire générale de l'URAS. Et l'URAS, donc, c'est l'Union régionale des associations du secteur social et médico-social de la Martinique. Donc, j'ai intitulé mon intervention URAS, un réseau au service de l'inclusion sociale et de l'épanouissement humain, puisque c'est notre leitmotiv, notre engagement, agir ensemble pour l'inclusion sociale et l'épanouissement humain. Et comme vous le verrez dans ma présentation, c'est l'engagement qui motive les différentes activités et services qui ont été mis en place au sein de l'URAS. Alors, je vais commencer par vous présenter de manière très synthétique notre organisation. Et puis ensuite, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans la présentation de l'offre de service du pôle vie associative de l'URAS. Alors, donc l'URAS, c'est une association loi 1901 qui existe depuis un peu plus de 40 ans en Martinique et qui est organisée autour de 3 pôles d'activité: le pôle vie associative, le pôle formation et le pôle handicap, insertion et emploi. Donc, je vais aller rapidement sur la présentation des autres services, mais en tout cas pour le pôle formation, donc il s'agit de l'IFMES, qui est un centre de formation basé à Rivière-Laure à Saint-Joseph et qui forme au métier du sanitaire et du social, donc aussi bien dans le cadre de la formation initiale, mais aussi dans le cadre de la formation continue. Et pour le pôle handicap, insertion et emploi, donc les différents services et activités accompagnent des personnes en situation de handicap dans le cadre d'accompagnement social, d'accompagnement à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi. Donc, je vais vous présenter de manière un peu plus détaillée notre offre de services du pôle vie associative, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre du Salon des associations. Donc, l'URAS est une tête de réseau qui fédère des associations du secteur social et médico-social. Donc, c'est notre cœur de métier, l'animation de réseau. Et puis, nous avons mis en place
depuis 2015-2016 des services complémentaires qui ont pour objectif d'accompagner nos adhérents et d'être toujours au plus près de leurs besoins. Et dans ce cadre-là, nous avons monté un projet de mutualisation des achats et nous avons aussi développé des services complémentaires que je vais vous présenter. Donc, sur notre mission de tête de réseau, bien, notre objectif, c'est d'animer, de représenter, de soutenir le secteur social et médico-social en Martinique dans l'optique de créer du lien et de contribuer à la création d'une communauté interassociative. Et donc, dans ce cadre-là, dans notre mission de représentation de nos adhérents et de manière un peu plus large du secteur social et médico-social, l'URAS est membre d'un certain nombre de commissions au sein des instances politiques et institutionnelles donc, sur le territoire, que ce soit notamment au sein par exemple, de la collectivité territoriale de Martinique, au sein des EPCI ou de certaines communes, notamment dans le cadre de la participation au sein de conseils d'administration de plusieurs CCAS. Nous travaillons aussi donc, dans le cadre d'un certain nombre de commissions avec les services déconcentrés de l'État, donc notamment l'Agence régionale de santé, l'ARS et aussi la DGSCS. Donc voilà pour notre mission de représentation de nos adhérents et du secteur. Et puis nous organisons aussi régulièrement des temps forts. L'objectif de ces temps forts, c'est effectivement d'offrir un lieu de rencontre, de partage et aussi d'échange, de façon à créer ce lien interassociatif. Donc, ça passe par différentes activités. Nous avons notamment des conférences qui sont organisées, donc des conférences de présidents, de directeurs, des tables rondes, des matinales. L'objectif, comme je vous le disais, c'est de créer un lieu d'échange, des espaces d'échange plutôt, entre nos adhérents et puis aussi de pouvoir traiter des thématiques de l'actualité qui concernent le secteur social et médico-social. Et puis, dans le cadre de cette mission d'animation et de tête de réseau, nous avons aussi à cœur de professionnalisation et dans la montée en compétences. Et dans ce cadre-là, donc, nous organisons des formations à destination des équipes salariées et aussi à destination des administrateurs. Alors, j'ai un message qui me dit que ma connexion est instable, donc j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Que dire d'autre? Et donc, pour vous présenter donc, notre réseau, vous donner en tout cas quelques éléments. Donc, l'URAS est un réseau qui a 22 adhérents. Nos adhérents interviennent dans divers champs du secteur social et médico-social, donc notamment l'accompagnement de personnes en situation de handicap, l'accompagnement de personnes âgées, de familles, d'enfants, de femmes victimes de violences, l'accompagnement de personnes en situation d'addiction, donc vraiment intervention assez large sur l'ensemble du secteur social. Et nos adhérents donc, accompagnent chaque année 8000 bénéficiaires et le réseau donc, est composé de 1700 salariés. Alors, je vais jeter en même temps un œil sur le chat. Donc, voilà pour notre mission d'animation de réseau. Et puis, je vous le disais, donc, nous avons aussi souhaité développer donc, depuis 2015-2016 des services complémentaires pour accompagner nos adhérents et rester toujours au plus près de leurs besoins. Et nous avons notamment mis en place un projet de mutualisation des achats. Alors, ce projet est né du fait que, et je pense que c'est aussi une réalité pour chacune de vos associations, on est dans un contexte depuis un certain nombre d'années où le financement à destination des associations se raréfie. Il y a de plus en plus de tensions sur la gestion financière des associations. Et notre objectif, c'était effectivement d'avoir plus de poids en étant ensemble. Et donc, l'objectif de la mutualisation des achats, c'est de permettre à nos adhérents d'optimiser leurs achats, de professionnaliser leurs achats
et de dégager des marges de manœuvre grâce aux économies qui pourront être réalisées par le regroupement, afin que ces économies puissent être réinjectées donc, au service des projets associatifs et au bénéfice, donc, au profit des bénéficiaires qui sont accompagnés par nos adhérents chaque année. Donc, dans ce cadre-là, nous avons mis en place 13 accords cadres donc, qui concernent différents secteurs, notamment la papeterie, la fourniture de bureaux, les produits d'hygiène, la téléphonie, le transport aérien et puis des services, des commerces et des services. Donc, nous négocions donc, des accords qui permettent à nos adhérents de bénéficier de remises allant de 10 à 40% en fonction des produits et des fournisseurs. Et donc, le projet était dans un premier temps à destination de nos adhérents. Et aujourd'hui, nous avons ouvert en tout cas l'offre aussi aux salariés et aux administrateurs de notre réseau. Donc, pour cela, nous avons mis en place un réseau de référents achats. Au sein de chacune des associations, nous avons identifié des référents qui ont pour objectif de présenter, d'assurer le lien en fait entre nous, la tête de réseau, et les associations. Donc, ils nous font remonter les besoins des adhérents pour nous orienter dans les nouveaux accords cadres à mettre en place. Et puis, nous, de notre côté, donc c'est le canal privilégié de communication pour transmettre des informations qui concernent l'actualité de la mutualisation des achats. Donc, nous réunissons 3 fois dans l'année. Nous organisons donc 3 réunions avec les référents achats. Et en fait, donc, sur la mutualisation des achats, donc, je vous le disais, on a mis en place le projet autour de 2015-2016. Et donc, aujourd'hui, on a un petit peu de recul et sur on a un certain nombre de résultats. Donc, on négocie des accords qui permettent d'avoir des remises allant entre 10 et 40%. En tout cas, on a vu qu'il y a une économie moyenne de 19,6% donc sur chacune des factures de nos adhérents. Et ces économies représentent 158% du montant des cotisations. Donc, concrètement, ça signifie que pour 1 euro de cotisation versée à l'URAS, nos adhérents récupèrent 1,58 € grâce à la mutualisation des achats. Donc, 1,58 € qui sont récupérés en remise fournisseur. Donc, à la fin de l'année, la cotisation, elle est totalement remboursée et rentabilisée pour nos adhérents. Donc, voilà pour la mutualisation des achats. Et puis ensuite, nous avons mis en place d'autres services complémentaires, donc là, qui sont un peu plus récents, que nous avons commencé donc, en début d'année 2020. L'objectif, toujours, c'est de développer des services pour rester au plus près des besoins de nos adhérents. Donc, nous avons notamment mis en place un accompagnement à la communication digitale et puis un accompagnement à la mise en conformité RGPD. Sur la communication digitale, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de communication. Il faut se faire connaître, il faut faire connaître les activités, et les associations doivent, elles aussi, elles sont aussi soumises à ce besoin de communiquer sur ce qu'elles font. Alors que ce soit à la fois à destination de leur réseau ou de leurs bénéficiaires, mais aussi de manière générale auprès de leurs partenaires extérieurs et aussi auprès des financeurs notamment. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner nos adhérents sur cela pour 2 raisons. Parce que certains de nos adhérents n'ont pas la ressource en interne pour être en capacité d'avoir une communication et surtout une bonne communication. Et aussi parce que parfois, ils peuvent avoir la ressource en interne, mais ne pas avoir assez de temps pour pouvoir s'y consacrer parce qu'ils sont pris par le quotidien et par leur activité cœur de métier. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut les accompagner sur tout ce volet communication, par un certain nombre de conseils pour optimiser leur présence. Et leurs outils de communication. Et puis, ça peut aller jusqu'à la création de sites Internet. Et puis, le dernier service que nous avons mis en place, qui est sur l'accompagnement à la mise en conformité RGPD.
Donc, le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. Donc, l'ensemble des institutions, des professionnels, des entreprises ont l'obligation d'être en conformité RGPD. Et l'idée, c'est d'accompagner nos adhérents à la fois soit parce qu'ils n'ont pas la ressource en interne pour le faire ou parce qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, on les décharge de cela et on peut assurer leur mise en conformité. Donc, au regard de tout ce que je vous ai présenté, voilà nos projets de développement au sein du service vie associative de l'URAS. Ils s'orientent autour de 2 axes. Premièrement, renforcer les liens interassociatifs. L'idée, effectivement, c'est qu'ensemble, eh bien, on est plus fort et de permettre à nos adhérents d'avoir ce lieu, cet espace d'échange pour créer du lien entre associations et puis deuxièmement, poursuivre des projets de développement dans cette logique de mutualisation. Alors que ce soit à la fois sur les projets de mutualisation que nous avons déjà mis en place, sur la mutualisation des achats et puis sur les services complémentaires. Et au-delà de cela, pourquoi pas mettre en place de nouveaux projets dans la mesure où ils répondent aux besoins et aux attentes de nos adhérents. Donc voilà, sur notre activité au sein du service vie associative. Donc, vous avez mes coordonnées. Je les laisse quelques instants à l'écran. Donc, si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par téléphone ou par mail. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Donc, j'arrête mon partage d'écran et je laisse la main à Monsieur Rosillet. Oui. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne sais pas si on m'entend. On m'entend? On t'entend sans problème, Monsieur Rosier. D'accord. Bonjour. Alors, merci aux collègues de l'URAS, puisque bon, nous avons l'occasion aussi de travailler ensemble sur notamment le projet de centrale d'achat. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais parler de l'IAE et de l'URSIA. Et ensuite, Mme Vilova va présenter notre nouvelle offre de service. Donc, en fait, l'IAE, c'est un dispositif qui est inscrit dans le Code du travail, de l'article 51.32.1 à 14, qui permet d'embaucher ou de salarier des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, donc en leur offrant un contrat de travail. Donc, quand on parle de personnes très éloignées de l'emploi, on parle des personnes qui sont au chômage depuis plus d'une année, de personnes qui sont en situation de handicap, de personnes qui sont au RSA, de personnes sous main de justice. En tous les cas, nous essayons, en tous les cas, nous embauchons ce type de personnes très éloignées afin de les accompagner vers l'emploi. Donc, dans ce sens, nous sommes dans les politiques publiques de l'emploi autour de 4 types de structures. Donc, ce sont les ateliers chantiers d'insertion que tout le monde connaît un peu plus. Donc, ce sont des associations qui mettent en place, à travers un support économique, donc un projet et qui permettent d'embaucher ces personnes. Nous avons les entreprises d'insertion, donc les associations intermédiaires et également les entreprises de travail temporaire d'insertion. Ce sont les 4 types de structures qui constituent en fait les supports sur lesquels on peut embaucher à travers un agrément qui est délivré par la Commission départementale d'insertion par l'activité économique, pilotée par la DIECT, qui peut permettre à ces structures de pouvoir embaucher ce type de personnes. Donc, voilà pour, de manière très synthétique concernant l'IAE. Concernant l'URSIA, donc l'URSIA, nous sommes une union régionale qui regroupe une cinquantaine de structures, de ces 4 types de structures dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui embauche en permanent à peu près 350 personnes et en insertion, 4100 à 4200 personnes en insertion. Donc, nous avons cet objectif de fédérer ces structures à travers une offre de service que je vais laisser Mme Vilova vous présenter. Ton micro est fermé. Le micro de Mme Vilova est fermé. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? Oui.
Donc, en fait, au niveau donc, de notre offre de service, nous avons une offre en fait, qui est à destination de nos structures adhérentes. Hein. Nous en avons une cinquantaine. Et également des porteurs de projets, puisque nous avons des personnes qui ont envie de monter un projet dans l'insertion, mais qui ne savent pas comment faire, qui ne connaissent pas la réglementation liée à l'IAE. Et du coup, nous avons cette offre de service pour les porteurs de projets et également pour les structures existantes qui, elles ont exactement le même problème que Mme Panot expliquait, qui n'ont parfois pas les ressources en interne. Et du coup, nous leur mettons à disposition en fait les ressources, une mutualisation en fait de ressources et de compétences à destination donc de ces structures. Cet accompagnement en fait, il peut prendre différents aspects hein, sur différents volets. Donc, c'est l'accompagnement vraiment à la création, l'accompagnement à la vie de la structure sur des aspects juridiques, des aspects financiers et puis aussi sur l'aspect fonds socio-européen, puisque c'est de par une nouvelle réglementation au niveau de la CTM, les structures sont obligées en fait de passer, sont quasiment obligées de passer par ce financement et c'est un système qui est assez complexe hein, et nous accompagnons donc nos structures sur cet aspect-là également. Nous avons aussi l'aspect formation et professionnalisation et aussi bien des personnes en insertion, des personnes à accompagner, que des salariés permanents des structures, et puis aussi de la direction de ces structures. On est quand même majoritairement dans un système associatif où effectivement, les personnes veulent se spécialiser, veulent connaître un maximum de choses et être le plus compétent en fait pour que leur structure soit pérenne tout simplement. Et puis bien sûr, donc nous animons également, nous développons un lien, une cohésion entre toutes les structures de l'IAE. Nous les représentons surtout au niveau des instances, hein, que ce soit instance CTM, instance DIECT, au niveau des EPCI également, et en national, puisque nous sommes adhérents également à l'UNAI, hein, l'Union nationale des associations intermédiaires, entre autres. Et notre travail est également en fait de pouvoir donner une image de l'IAE par l'observatoire, une image chiffrée, une image qualitative, quantitative, pour pouvoir savoir en fait où nous en sommes et quelles sont les perspectives en fait de l'IAE, quels sont les secteurs à développer, quelles sont les difficultés hein, que nous rencontrons et les moyens, les possibilités pour résoudre ces difficultés. Donc, voilà globalement, en fait, l'offre de service de l'UNSIA, qui, bien sûr, s'étoffe en fonction des besoins, en fonction des remontées de nos structures adhérentes ou de nos partenaires également. Donc, c'est une offre qui évolue constamment. Et voilà principalement, en fait, donc, le travail de l'UNSIA. Voilà. Monsieur Rosillette ou bien Monsieur Dulem, je ne sais plus s'il est là. Alors, si on peut compléter, alors, l'offre de service, c'est vrai que cette offre de service que nous présentons aujourd'hui, elle sera à l'œuvre à partir de janvier 2021, puisque c'est notre nouvelle offre de service. Donc, aujourd'hui, on est en train de la promouvoir, notamment sur l'axe des porteurs de projets, donc auprès des collectivités, auprès des différents pôles emploi, parce que nous pensons que au regard de la situation sociale aujourd'hui du territoire, il est important d'ouvrir ce volet, en tous les cas, cet axe IAE, d'autant que c'est une priorité aussi du gouvernement, notamment dans le pacte ambition, hein, donc, qui est clairement affiché. Donc, il est intéressant pour nous de faire connaître cette offre de service et de pouvoir orienter notamment des jeunes diplômés, donc qui sont chômeurs, vers cette possibilité qui lui sont offertes pour pouvoir mettre en place des projets et expérimenter des activités dans le cadre de l'insertion par l'activité économique. Et aussi, il est à dire que c'est vrai qu'à un moment donné, on positionnait, ou en tous les cas,
le regard qui était porté sur l'IAE était un regard de coupeur d'herbe, etc. Et aujourd'hui, nous avons des structures, en tous les cas des activités qui sont très diverses et variées. Nous avons des structures qui sont dans le numérique, dans l'agriculture biologique, dans les médias, enfin c'est très dans le BTP. Enfin, aujourd'hui, l'IAE est très varié et comme on le dit souvent, c'est qu'on peut tout faire dans l'insertion par l'activité économique à partir du moment où ça ne rentre pas en concurrence avec le monde économique classique. On peut tout faire en termes d'innovation, en termes de compensation d'activités en disparition. Donc, c'est un outil, en tous les cas, qui n'est pas, de notre point de vue, suffisamment utilisé et qu'il y a lieu de pouvoir élargir le potentiel qui est donné aujourd'hui pour pouvoir permettre de développer de l'activité sur le territoire, tant en termes pour le développement local, mais aussi pour l'épanouissement des personnes. Donc voilà, je ne sais pas si mon collègue Dulem a rajouté des choses, mais en tous les cas, voilà pour notre présentation de l'insertion. Et s'il y a des questions, nous sommes tout à fait ouverts pour pouvoir y répondre. Alors, je vous invite vraiment à poser vos questions maintenant. L'intervenant du CETOSMA ayant un peu de retard, il vient de m'appeler entre-temps en me disant qu'il avait eu un petit souci. Donc, si on veut attendre son intervention, on peut échanger un peu sur ces notions de tête de réseau. Je pense qu'effectivement, il y a un accompagnement global que ces têtes de réseau peuvent apporter. Moi, je vois en tant que délégué l'offre de services qui peut être un vrai plus de la part de ces têtes de réseau qui ont vraiment comme rôle, au-delà de la fédération qu'elles apportent autour d'elles, ce rôle d'accompagnement. L'aspect accompagnement, guichet associatif, c'est ça qui me paraît essentiel aujourd'hui de mettre en avant. On sait très bien que les petites structures associatives, enfin petites ou grosses d'ailleurs, ont des besoins d'ingénierie, ont des besoins d'accompagnement. Moi, je vous incite véritablement à avoir cette réflexion-là. J'essaye de faire, enfin, notamment moi, je vois sur le domaine de jeunesse et d'éducation populaire, on n'a pas forcément cette possibilité d'avoir une vraie fédération type CRAGEP en Martinique pour le moment. Je sais qu'il y a des têtes de réseau, hein, la Ligue de l'enseignement fédère à son tour, les CMEA fédèrent autour d'eux. Je vois que Madame Zamor est là avec la Fédération des foyers ruraux également. Mais on voit bien qu'il y a une nécessité aussi d'avoir cet accompagnement-là autour des associations pour qu'elles puissent avoir une tête de réseau forte qui les conforte aussi dans le cadre de leur accompagnement au quotidien sur la formation, sur les problématiques nouvelles. Tout à l'heure, j'entendais sur la RGPD. Enfin voilà, c'est des vrais besoins sur lesquels les têtes de réseau doivent pouvoir avoir une approche globale sur leurs associations fédérées. Alors, je vois qu'il y a une question qui s'est posée. Allez-y. Oui, il y a quelques questions. Alors, j'ai vu une question, alors j'imagine que c'était pour l'URAS. Quelle a été la démarche pour mettre en place la mutualisation, le point de départ? Alors, l'idée, c'est sur la genèse un petit peu du besoin, et ça rejoint un peu ce que disait Madame Renaud-Turiti, c'est-à-dire que dans notre réseau, on a différentes tailles, enfin des associations de différentes tailles. On a de très grosses associations, des associations de taille moyenne, et puis de très petites associations qui ont 1 ou 2 salariés. Et effectivement, forcément, au regard de leur poids, elles n'avaient pas du tout au regard de leur taille plutôt, elles n'avaient pas du tout le même poids
vis-à-vis des fournisseurs et elles n'avaient pas du tout la même capacité de négociation. Donc, et c'est aussi bien valable pour les grosses associations. C'est-à-dire que quand on arrivait, quand on a commencé le projet et qu'on arrivait devant des fournisseurs en leur disant voilà notre poids économique, voilà voilà le nombre de salariés que ça représente, voilà le chiffre d'affaires potentiel que ça peut représenter pour vous. Bah, tout de suite, la réaction n'était pas du tout la même que quand nos adhérents voilà, faisaient leurs achats de manière individuelle. Donc, l'idée, c'est effectivement pour nous, ça a été aussi de nous recentrer un peu sur nos missions de tête de réseau. C'est-à-dire que je pense que sur la partie animation, quelle que soit la tête de réseau, on se débrouille très bien. C'est quelque chose qu'on sait faire depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, l'évolution du contexte financier des associations, et puis aussi l'évolution du contexte réglementaire où il y a de plus en plus de choses à mettre en place, de plus en plus de pression sur les associations. Les attentes deviennent de plus en plus fortes. Et l'idée, on s'est dit à l'URAS qu'il faut qu'on repense nos activités, notre projet, notre offre de services pour être au plus près de nos adhérents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement faire de l'animation de réseau parce qu'aujourd'hui, si on ne fait que ça, on ne répond pas totalement aux attentes de nos adhérents. Et c'est comme ça voilà, qu'on a commencé par la mutualisation des achats parce que c'était quelque chose, entre guillemets, et j'utilise vraiment de très gros guillemets, qui était peut-être plus simple à faire, ou en tout cas un bon point de départ qui parle à tout le monde. Mais après, effectivement, la RGPD, notamment la communication digitale, c'est venu après, avec l'évolution du contexte réglementaire sur la RGPD, et puis sur la communication digitale, avec le fait qu'on remarque que pour être vu, il faut bien communiquer, et aussi parce qu'on a eu les ressources en interne qui nous ont permis de le faire. Donc voilà, comment est né un petit peu le projet de mutualisation à l'URAS. On a travaillé aussi un petit peu avec l'URSIAE dans le cadre de ce projet. Après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse poursuivre. Et puis, à ce titre-là, nous, on est totalement prêts à dupliquer ou en tout cas à agréger d'autres fédérations et d'autres têtes de réseau dans cette dynamique. Parce qu'au-delà des adhérents de l'URAS, nous, on reste persuadés qu'il y a un certain nombre d'achats sur lesquels on a exactement les mêmes postes de dépenses, les mêmes attentes et les mêmes besoins. Je pense qu'à ce titre-là, s'il y a d'autres têtes de réseau qui souhaitent nous rejoindre pour bénéficier de ce qu'on a déjà mis en place, et pourquoi pas ouvrir d'autres champs, nous, on est totalement ouverts là-dessus. Donc, voilà, sur la mutualisation, puis je laisse la place à Madame Villova ou Monsieur Rosillette sur les autres questions qui ont pu être posées, sur l'insertion notamment. Oui, en fait, pour poursuivre dans le volet de la mutualisation, je pense que le point de départ aussi, c'est une prise de conscience. Hein. C'est une prise de conscience que se mettre ensemble nous permet de faire notamment des économies d'échelle, nous permet aussi d'être beaucoup plus fort. Hein, alors, je ne crois pas encore, hein, on va être aussi en vrai sur un certain nombre de choses. Je ne crois pas encore, c'est un réflexe encore. Ce n'est pas encore un réflexe parce qu'on a encore des résistances par rapport à la mutualisation, parce que nous sommes en méfiance souvent l'un vis-à-vis de l'autre. Et je crois que aujourd'hui, la situation aujourd'hui, elle est favorable pour mutualiser, parce que si les structures ne se mettent pas ensemble pour pouvoir agir sur les situations que nous avons aujourd'hui et celles qui arrivent, il est entendu qu'il y en a plein qui vont disparaître. Et l'objectif n'est pas ça. Donc, et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes dans une vraie démarche de conscientisation et de faire prendre conscience que la mutualisation, c'est un moyen de sauver toutes les structures existantes et de pouvoir mettre en place des éléments de compétences, de mutualisation de compétences, mutualisation de moyens, etc., pour pouvoir agir en toute efficacité, en toute efficience. Donc, voilà un petit peu il y a des structures qui commencent à jouer le jeu, hein, donc commencent à rentrer dans la dynamique, mais il y a encore des résistances parce que chacun a son petit réseau, a sa manière de faire, etc. Et ce n'est pas seulement lié à nous, hein, c'est un peu un phénomène beaucoup plus large. Donc, mais il faut qu'on revienne à raison, avec des raisons, à raison gardée, à plus d'humilité pour pouvoir mettre en place des choses.
Il y a une autre question. Oui, j'ai vu une Voilà. question donc sur comment intégrer dans nos statuts un volet insertion. Alors en fait, ce n'est pas réellement au niveau des statuts, c'est-à-dire que l'IAE, un chantier d'insertion, par exemple, peut être porté aussi bien par une entreprise que par une association. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut un agrément, l'agrément qui est donné par la DIET. Et donc, à la suite d'une commission, donc il y a un dossier à présenter. Et à ce moment-là, si vous avez l'agrément, vous avez une partie de certaines dépenses, notamment des dépenses pour les salariés, qui sont financées par la DIECT et du coup qui vous ouvre en fait la possibilité aussi de demander d'autres financements, que ce soit justement pour l'accompagnement, puisque dans la question on parle de santé, de logement, c'est vraiment l'un des aspects en fait justement de l'IAE. L'IAE, nous, c'est trois grands volets. C'est donner aux personnes en fait que l'on accompagne une formation, un travail d'abord, une formation, et justement cet accompagnement social et professionnel, donc qui peut prendre différents aspects, comme vous le disiez, Madame Haribo, la santé, le logement, et puis aussi parfois des problèmes d'addiction et autres. Donc pour ça, en fait, justement, si vous avez besoin d'aide en fait pour un montage de dossier, l'UNSIA est là pour vous accompagner et puis pour vous donner voilà des informations plus précises en fait sur ce sujet-là, mais c'est tout à fait possible. Alors, j'ai vu une question de Boom Calico. Mon contrat s'est terminé en 2021. Mon employeur veut me garder. Quels sont les différents modes d'accompagnement pour aider à maintenir une activité professionnelle? Donc, c'est une personne en situation de handicap. Donc, alors, effectivement, il y a un certain nombre d'aides. Ce que je vous propose, je mets dans le chat mes coordonnées, si vous voulez, et puis vous pourrez me rappeler donc, à partir de lundi pour que moi, je puisse vous orienter vers mes collègues du pôle handicap, insertion et emploi qui pourront faire le point avec vous pour répondre au plus près de votre besoin. Donc, je mets mes coordonnées dans le chat et puis comme ça, je pourrais vous réorienter parce que je pense qu'il faut vous donner une réponse personnalisée. Donc, ce n'est pas forcément l'objet aujourd'hui. Mais en tout cas, mes collègues pourront vraiment vous répondre et puis accompagner cette démarche. Est-ce qu'il y a d'autres échanges autour de ça? Parce que j'attends toujours l'arrivée de Monsieur Blanchard, qui, a priori, doit avoir un vrai souci. Je ne sais pas comment... Enfin, voilà, je sais que j'ai pas mal, enfin, de ce que je vois, j'ai pas mal d'associations autour du GEP. Alors, est-ce que je peux éventuellement... Madame Sorrente, vous êtes là, de ce que je vois? Madame Sorrente, est-ce que vous m'entendez? Alors, vous me laissez une petite minute. J'essaie de contacter, savoir si quelqu'un du CETOSMA est là ou pas pour pouvoir continuer. Sinon, on conclura sur la conférence. D'accord.
Alors, est-ce que quelqu'un éventuellement du sport est là pour nous indiquer comment ça fonctionne dans ce champ-là? Sinon, je vais conclure la réunion. Non, visiblement, personne n'est encore arrivé. Donc, je vais juste faire un petit topo sur les CETOS Martinique, assez rapide. Le CETOS Martinique, c'est donc une instance qui représente sur le plan territorial le Comité national olympique et sportif. Donc, c'est une association, hein, pareillement, qui est loi 1901, et qui a pour objectif la mise en place de la politique sportive sur le territoire. C'est un partenaire essentiel du sport au niveau de la DJSS Martinique, bien évidemment, et également pour la CTM. C'est un comité directeur qui est composé de 15 bénévoles élus, avec à sa tête Monsieur Clément Marie. Il réunit, donc il est situé à Pointe-de-la-Vierge, il réunit bien évidemment différentes ligues sportives qui sont présentes sur le territoire. On est dans ce cadre-là sur une offre de service aussi en termes de localisation, hein, puisqu'ils ont comment dire, ils ont des mises à disposition du bureau et ils ont également toute une offre autour de l'accompagnement de la même manière que celle que vous pouvez connaître sur à la fois des aides administratives et des formations auprès des ligues et des bénévoles associatifs d'une manière générale. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Est-ce que éventuellement quelqu'un du CETOSMA nous aurait rejoint pour compléter mon propos? Monsieur a priori, il y a Monsieur Blanchard, mais par contre, votre micro est coupé. Oui, bonjour. Voilà. Vous m'entendez? Oui, voilà. Okay. J'ai tenu jusqu'au moment où vous êtes arrivé. J'allais couper à l'instant, donc vous êtes arrivé au bon moment. Merci Madame Renaud. Alors, bonjour à tous. Désolé pour le petit retard de timing. Bon, j'avoue que on s'est un peu raté au niveau de l'organisation, mes collaborateurs et moi. Bon, je prends en cours la réunion. Je viens d'entendre les propos de Madame Renaud. Donc, je vais continuer sur cette lancée. Donc, le CETOSMA, effectivement, c'est le Comité martiniquais olympique et sportif. Et donc, il a pour vocation, en fait, de fédérer, en fait, l'ensemble du mouvement sportif martiniquais. Le mouvement sportif martiniquais étant l'ensemble de toutes les ligues et comités sportifs. Donc, effectivement, comme Madame Renaud le disait, donc, nous sommes composés d'un bureau exécutif, des administrateurs et différentes commissions. Donc, au niveau des commissions, c'est ce qui est le plus important en fait à comprendre au niveau du CETOSMA, c'est que nous avons des commissions qui sont orientées pour travailler sur des projets. Ces commissions, elles sont axées sur la professionnalisation du sport, sur le sport santé, sur tout ce qui va concentrer l'animation sportive et tout l'ensemble de l'aspect un peu juridique et sportif du sport. Donc, ces commissions font
pas mal d'actions sur lesquelles nous intervenons sur le territoire martiniquais. Nous avons aussi en notre sein, au niveau du CETOSMA, sur notre site, beaucoup de ligues qui sont représentées, donc beaucoup de sports, de l'athlétisme au judo. Voilà, donc toutes les ligues sont basées au CETOSMA et pour la plupart, effectivement, comme Madame Renaud le disait, il y a beaucoup généralement il y a pour des possibilités pour les jeunes de venir faire des stages, faire des formations, et puis participer à toutes les missions qui incombent aux commissions dans lesquelles on travaille. Voilà, je ne sais pas s'il y aurait des questions sur ça. Non, oui. Quoi dire d'autre? Au niveau du CETOSMA, on va dire que le mouvement sportif, s'il faut le contextualiser face à la crise actuelle qu'on vit, je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez abordé, mais c'est vrai que le mouvement sportif a été très impacté par la crise sanitaire et le secteur du sport est un secteur au même titre que beaucoup d'autres secteurs, comme le BTP, comme l'économie. Et donc, du coup, je veux dire, l'économie sportive a été très impactée et tous les enseignants de sport, enfin, tout le secteur même du sport a été très impacté. Alors, ça va des entraîneurs aussi à tout le milieu aussi marchand, le milieu de la vente, le milieu du tourisme sportif, enfin, tout ce qui gravite autour du milieu du sport a été très impacté par le Covid-19. Alors, par la Covid-19 et on espère que les plans de relance qui ont été mis en place par l'État vont permettre un redémarrage progressif de l'activité. Mais c'est vrai que on a été un secteur très impacté parce que c'est un secteur qui recense un vivier de jeunes qui travaillent dans les associations. Il y a les services civiques, il y a les entraîneurs, il y a beaucoup de monde. Et donc, du coup, notre réseau, notre communauté entière a été très impactée par cette crise mondiale, en fait. Et c'est vrai qu'on va, je pense, avec beaucoup de partenaires qui nous aident généralement, la CTM, l'ARS, la DTSCS, trouver des solutions et des pistes pour pouvoir rebalancer sur une nouvelle année avec de nouveaux horizons. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, j'en ai fini. A priori, il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Remercier les 3 têtes de réseau d'avoir été présentes ce matin à nos côtés. Et on se donne rendez-vous à 12 h pour la clôture finale. En attendant, vous avez encore 2 autres conférences qui sont en train de s'ouvrir. Une autour de l'adaptation du modèle économique USS pendant la période de crise sanitaire et l'autre autour de la notion d'intérêt général avec les critères, le développement et le plan d'action. Donc, je vous souhaite une bonne fin de salon. N'hésitez pas non plus à aller visiter nos stands et à très bientôt. Au revoir à tous. Merci.